Demain, on aura. L'enregistrement est en cours. Voilà, vous êtes tous au courant, du coup. Bienvenue. Les courageux, là, qui à 17h sont encore là ou sont là, tout simplement. Donc, on est toujours sur cette première journée de la 3e édition des Lauriers de la Régénération. Et on accueille Sonia Lemann pour la maison Pernod Ricard. Et je vais laisser Sonia se présenter, bien évidemment. On est là pour une petite heure ensemble. Ce que je vous propose, c'est que y a un chat qui est dispo. N'hésitez surtout pas à poser vos questions ou commentaires au fil de l'eau. Et puis, on prendra plutôt un temps de questions-réponses à la fin du créneau. Voilà, et de résonance par rapport à ce que Sonia nous aura partagé. L'idée, c'est que qu'on parle un petit peu de régénération, mais avant de parler de régénération, c'est là on est sur les lauriers, donc c'est d'avoir des initiatives inspirantes et des entreprises qui nous racontent un petit peu ce qu'elles font sur 1, 2 ou 3 ou plusieurs produits qu'elles travaillent de manière, allez, on va le dire de façon très générique, de manière dans le sens du vivant globalement. Mais Sonia, tu nous diras ce que ça veut dire pour vous. Et ce que je propose là, c'est que tu puisses te présenter, dire toi d'où tu viens, Sonia, qui tu es, quel parcours tu as eu et qu'est-ce qui te relie à ce sujet d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on passera vraiment à l'entreprise et puis aux 3 marques plus particulièrement que tu gères toi. Volontiers. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc, je suis Sonia Lemann. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur les sujets de RSE, développement durable, transition. Alors, si vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît. Je suis pas sûre de pouvoir le faire. Ça vient d'où? Attends, Sonia, 2 secondes pour que tu aies vraiment qu'on t'entende. Alors, où est-ce que je peux faire ça, moi? Peut-être sur participant. Qui c'est qui a le micro? Ah, mais c'est côté Jérémy en plus. Alors, attends, comment je lui enlève son micro à Jérémy? Couper le micro. Ce sont des chiffres. Ah là Bravo. L'audience est à toi. Voilà, donc je travaille depuis une quinzaine d'années sur ces sujets. J'ai commencé à travailler sur ces sujets chez LU, sur la filière blé, LU Harmonie, donc depuis le début sur les sujets de filière, de transition agroécologique, de biodiversité. En 2015, j'ai choisi de quitter cette entreprise pour travailler en conseil. C'était le moment de la COP21. J'ai aussi fait l'Institut des futurs souhaitables, rejoint pas mal de groupes et d'acteurs sur ces sujets de transition. J'ai travaillé à mon compte pendant plusieurs années en France, avec notamment Les Deux Vaches, qui a été mon client principal sur 3-4 ans, et puis d'autres marques, d'autres secteurs. Et ensuite, je suis partie en Suède. En Suède, j'ai continué à travailler sur ces sujets, plutôt avec des petites structures, soit associatives, soit un peu start-up, sur des sujets de plateforme pour limiter le gaspillage alimentaire, mais plutôt en B2B, de la mise en relation directe avec des producteurs, qui existait assez peu là-bas, et des sujets aussi autour de la permaculture et de l'agriculture urbaine. Voilà, j'ai aussi fait un podcast, 30 épisodes de podcast, un podcast qui s'appelle Sweden in Transition, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Transition, qui est un abécédaire des transitions. Et sur la deuxième partie de mes 4 ans en Suède, j'ai rejoint un cabinet de conseil, donc pour travailler toujours sur ces sujets, mais avec des entreprises d'autres secteurs et de plus grande taille. Et je suis revenue en France il y a bientôt 4 ans, et j'occupe depuis le poste que j'occupe aujourd'hui, que je vais vous présenter. Voilà un petit peu mon parcours. Ouais, merci pour avoir détaillé tout ça. Je trouve que c'est important aussi
de voir un petit peu les chemins des uns et des autres, parce que ça compte aussi. C'est un des leviers que Jérémy a mis en valeur aussi dans le Capacity Score, là, le score qui nous permet un peu de voir où on en est sur le chemin d'une régénération. C'est aussi ce leadership et cette envie d'aller quelque part d'où elle nous vient. Et c'est aussi des destins individuels qui vont se croiser à un moment donné. Donc merci pour cette petite présentation de ton parcours. Et puis, je propose qu'on aille là dans la fonction que tu occupes actuellement chez Pernod Ricard, et puis les produits et les projets que tu puisses commencer à nous dire un petit peu quel projet incarne chez Pernod Ricard, si ce n'est la régénération, en tout cas une démarche RSE, plus et différentes étapes que vous avez franchies. Oui, alors j'ai prévu quelques diapos parce que je pense que ça sera plus visuel et voilà, plus facile d'illustrer le propos. Alors du coup, on a essayé tout à l'heure et je ne vous verrai plus du tout. Hein, donc, mais c'est pas grave, tu fais à l'aveugle. Moi quand même, mais et moi, je surveillerai les têtes et les réactions s'il y en a. Voilà. Donc, pas de souci. Tu peux partager ton écran. Est-ce que ça fonctionne là? Est-ce que je vous entends toujours? Vous voyez bien mon écran? Non, on voit pas ton écran là, Sonia. Est-ce que tu peux réessayer le partage? Donc, partager. Ah, alors moi, pourquoi j'ai un partage, moi? Non, super, ça commence à s'afficher. Est-ce que c'est bon maintenant? Ouais. Et est-ce que tu peux mettre en plein écran tes slides? Voilà. Génial, c'est tout bon. Voilà, donc le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est un poste de directrice RSE pour la filiale Prestige de Pernod Ricard, donc les marques de champagne, cognac et rosé de Provence. On parle de sustainability and responsibility parce que c'est une façon de couvrir les sujets environnementaux, sociaux et sociétaux. Évidemment, on parle de la vigne au vert, c'est très classique, mais pour expliquer que l'approche englobe l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, j'ai cité les marques dont on parle. Ce qui m'a attirée sur ce poste et ce qui est assez spécifique, c'est qu'on est sur des terroirs. Donc, on a un ancrage très fort sur les terroirs. Ce qui fait qu'on est quelque part dépendant de ces terroirs. On peut faire du champagne qu'en Champagne, pareil pour le cognac ou les côtes de Provence. Donc, on a une forte dépendance, potentiellement une forte vulnérabilité aussi, mais aussi un impact important, un impact économique notamment, puisque ce sont des régions qui dépendent fortement de ces activités-là. Il y a d'autres choses qui sont vraiment spécifiques à ces produits. Donc, c'est des produits de prestige. Donc, il y a aussi une notion de il faut qu'on vise les meilleures pratiques, puisque c'est des produits qui le justifient. Ce sont aussi des produits à vieillissement. Donc, on a notre CEO qui a longtemps été César Géron, donc de la famille Ricard, qui avait coutume de dire on sera jugé demain sur nos pratiques d'aujourd'hui. Donc, le fait de faire vieillir ces bouteilles en cave ou ces fûts en cave avant de commercialiser le produit fait que nécessairement, on devra répondre avec nos pratiques d'aujourd'hui aux attentes de demain. Donc ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Ce sont aussi des maisons qui ont plusieurs centaines d'années. Hein. Martel, c'est plus de 300 ans d'histoire. Môme et Palais-Jouët, c'est aussi 200 ans. Donc, il y a une notion aussi d'héritage. On hérite d'un patrimoine et on n'est que des passeurs. On est là pour faire en sorte que ce patrimoine pourra être transmis dans les meilleures conditions et, si possible, dans le temps où on va s'occuper de ces maisons-là, sublimer les produits et prendre soin de ce patrimoine qu'on va transmettre derrière. Voilà un petit peu ce qui caractérise l'activité. Donc, on l'a dit, on est très dépendant de terroirs et évidemment, ces terroirs-là sont en première ligne du changement climatique. Là, j'ai pris l'exemple de la Champagne. Donc, c'est un graphique qui a été utilisé par le comité Champagne qui montre l'évolution du climat de la Champagne
des années 60 à la fin du siècle. Et ce qu'on voit, c'est que dans l'intervalle, on va passer progressivement d'un climat frais, voire très frais, puisqu'il y a des pics, à plutôt un territoire, un climat tempéré, voire tempéré chaud. Donc il y a cette tendance de fond, mais surtout ce qu'on voit, c'est de plus en plus des aléas climatiques plus fréquents et plus intenses, qui se traduisent par des gelées tardives, des épisodes de grêle, des épisodes de pluie plus intenses ou au contraire des campagnes très sèches. Et donc ça va évidemment peser sur à la fois la qualité des raisins et potentiellement la quantité, les rendements. Pour les personnes qui sont un peu analytiques comme moi, en ordonnée, c'est l'indice de Huglin, c'est ça? Ouais, ça s'appelle l'indice de Huglin. C'est une façon de regarder l'évolution long terme du climat. D'accord, c'est pas que la chaleur, en fait, c'est pas que la température, c'est à la fois la température plus Oui, je pense qu'il y a d'autres paramètres. Ouais, il y a d'autres paramètres. Je suis pas experte, mais ouais. Voilà. Donc, face à ce constat, on a fait le choix en 2020 de faire un grand audit, un grand diagnostic de la qualité des sols. Et ce qu'on voit, c'est que on est sur des sols qui sont dégradés, compactés. Donc, on a dupliqué ces analyses sur plusieurs sous-terroirs et on l'a fait en Champagne, mais on l'a fait... Dites-moi s'il y a une question. Et on l'a fait aussi à Cognac. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'au fil du temps, nos pratiques conventionnelles ont dégradé et appauvri nos écosystèmes. Et l'idée, c'était de voir comment réinventer ces pratiques à l'aune de la science et des connaissances. Donc, on s'est entouré d'experts. C'est un travail qui a été très collaboratif dès le départ, parce qu'on n'avait pas forcément l'expertise en interne. Donc, on a notamment fait tout ce diagnostic et puis on a établi le plan d'expérimentation avec Biosphère. Depuis, on a internalisé un certain nombre de compétences, mais on reste très connecté avec de nombreux acteurs, dont pour une agriculture du vivant. Et en fonction des besoins et des différents projets, c'est toujours des projets qui ont une dimension collaborative forte pour justement rester connecté aux connaissances, soit qui existent dans d'autres terroirs, soit qui existent dans le monde scientifique. Et effectivement, tu l'as évoqué, ce sont des terroirs où l'interprofession aussi joue un grand rôle, justement sur le partage de connaissances, mais aussi en tant que catalyseur de changement. Donc, c'est toujours un acteur qu'on implique aussi beaucoup dans tout ce qu'on fait, dans l'idée de faire bénéficier l'ensemble de la filière de nos expérimentations. Donc, concrètement, 2020, audit des sols et des vignobles, 2021, définition du programme d'essai, et ensuite 4 années consacrées aux expérimentations. L'idée étant de pouvoir tirer des conclusions et modéliser certains itinéraires. Et ça, on ne peut le faire que quand on a répliqué un même protocole plusieurs années de suite. Et donc là, on est dans une période en 2026 où on passe à l'échelle, à la fois sur notre vignoble en propre, mais aussi avec la volonté de diffuser ces pratiques au niveau de nos partenaires vignerons notamment. Alors, le programme expérimental, il s'articule autour de 3 axes que vous connaissez tous sans doute, qui sont la santé et la fertilité du sol, la santé de la plante et l'optimisation du système sol-plante et la biodiversité à l'échelle de la parcelle, mais aussi à l'échelle du territoire. Donc, ce sont vraiment ces 3 niveaux qui vont être intégrés dans nos protocoles. Et donc, on a dit la réplicabilité d'année en année, elle est importante. Chaque campagne est différente, mais aussi à l'échelle de notre terroir, on a plusieurs sous-terroirs qui n'ont pas le même contexte pédoclimatique. Donc, l'important aussi, c'est de voir comment se comportent ces itinéraires dans ces différents sous-terroirs. Donc, à chaque fois, il y a une parcelle témoin qui est en conventionnel. Alors, ce qu'on appelle conventionnel, c'est du conventionnel plus, parce que l'ensemble de nos vignobles sont conduits... sont certifiés
en Champagne, c'est VDC, viticulture durable en Champagne, HVE, et sont sans herbicide, 0 CMR. Donc ça, c'est notre conventionnel. Et ensuite, on a le biomasse et donc c'est un couvert que je vais vous montrer, et un couvert mellifère, plus fleuri. Tu peux redire, Sonia, 0 CMR, CMR, ce que ça veut dire? Oui, c'est les produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Merci. Et 2. Voilà, et sur la dernière modalité, enfin sur 2 plateformes, on a dédoublé les modalités avec l'utilisation de produits bioalternatifs. Donc voilà, et donc les couverts fleuris, il y a un couvert qui a plus la volonté d'avoir des espèces fleuries qui vont avoir une floraison étalée pour attirer des auxiliaires notamment. Donc, on a des trèfles, la mauve, la bourrache, la luzerne, et puis un couvert biomasse ou forestier, où là, on a seigle, févrole, trèfle, voilà, avec une volonté vraiment notamment de créer un paillage qui va être ensuite couché et qui va protéger l'interrang, mais aussi avec les légumineuses, de capter l'azote atmosphérique et puis de le restituer au sol et à la plante. Donc concrètement, si on reprend un peu les actions que ce programme implique, donc on a le fait d'être en 0 herbicide, ça veut dire de trouver des solutions alternatives et notamment mécaniques au désherbage. On a la protection de la plante avec des produits bio-alternatifs, donc ça peut être du cuivre et du soufre, donc qui sont en bio, mais aussi des biocontrôles ou des oligo-éléments. Donc là, il y a une grosse thématique autour des innovations et voilà, on teste beaucoup de choses. Et l'idée, c'est vraiment qu'on va chercher ce qui existe en biodynamie, en bio. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de mixer, d'aller chercher les meilleures solutions, quelle que soit l'origine des pratiques. Donc, les couverts végétaux, c'est une pratique très importante avec de multiples bénéfices, la fertilité du sol, aussi la résilience hydrique, la captation de carbone, et puis la biodiversité. J'ai mis en dessous là des insectes auxiliaires qui sont clés pour la vigne. Et donc, vous allez voir, ça fait partie des suivis qu'on a. On a des suivis biodiversité pour voir dans quelle mesure ces pratiques-là permettent d'attirer ces auxiliaires et du coup de favoriser un écosystème qui est fonctionnel. La biodiversité, on en reparlera. C'est aussi d'autres actions à l'échelle du territoire. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche concentrique, on va dire, ce qu'on fait sur la parcelle, ce qu'on fait en intraparcellaire, ce qu'on fait aux abords des parcelles et ce qu'on fait à l'échelle du territoire. On a un démonstrateur donc, en Champagne, mais aussi un grand démonstrateur en vitiforesterie à Cognac. Donc là, c'est pareil, c'est de voir l'intérêt d'introduire des arbres et des arbustes en intraparcellaire. Et puis, tout ce qui est innovation aussi en termes de véhicules. Donc, notre vignoble champenois est passé au 100% biocarburant. On utilise aussi des nouveaux robots électriques qui sont à la fois ultra légers et puis 100% électriques. Voilà, il y a aussi une recherche de voir comment certaines innovations technologiques peuvent nous aider avec des capteurs aussi pour anticiper certaines maladies et donc intervenir en amont de manière beaucoup plus raisonnée. Donc ça, c'est une carte qui reflète donc les projets biodiversité aux abords de nos parcelles, par exemple en Champagne. Et donc l'idée, c'est d'implanter des haies et des îlots ou des bordures fleuries, enfin des bandes enherbées ou des bordures fleuries en extra-parcellaire pour reconstruire une trame écologique favorable aux auxiliaires. Et donc, on a un suivi par une docteure en entomologie qui s'appelle Johanna Villeneuve-Chasset, qui est une des pionnières sur justement le domaine de la protection des cultures par les auxiliaires. Donc, j'y reviendrai. Elle fait des suivis différents moments de l'année pour voir si effectivement, quand on compare nos parcelles à des parcelles témoins
ou à d'autres sous-terroirs, on voit une amélioration. Et là, c'est une photo du démonstrateur en vitiforesterie, où on introduit l'arbre en intraparcellaire. Donc, l'idée, c'est de voir le bénéfice de l'interaction arbre-vigne et puis de proposer une diversité d'habitats, encore une fois, pour introduire des ressources alimentaires intéressantes pour nos auxiliaires. Et donc, l'idée, c'est avec cette approche concentrée de partir de nos parcelles, de nos sous-terroirs, et puis d'englober l'ensemble du paysage, et notamment de relier des infrastructures agroécologiques existantes. Donc, dans la montagne de Reims, on a la forêt, et puis la plaine viticole, agricole, et puis le fleuve. Et l'idée, c'est vraiment de reconstruire des maillages. Donc, depuis... donc c'est la 4e année maintenant, on a un appel à projet biodiversité qui est ouvert à l'ensemble des acteurs du territoire, qu'on porte en partenariat avec la mission UNESCO et le comité Champagne. Donc on a un comité de sélection qui reçoit des projets qui peuvent être portés par des vignerons partenaires, mais aussi des agriculteurs sur ce territoire ou des institutionnels, des communes. Et on regarde, on essaie de faire ça très simple. Donc, on leur demande la géolocalisation pour travailler sur ce maillage, mais aussi et un descriptif assez simple et un devis de ce qu'ils ont envie de faire. Et on a des projets très variés qui vont de la restauration d'une zone humide, d'une mare par exemple, ou la plantation de haies évidemment, ou la création d'un verger à proximité d'une mairie, où on a inauguré il y a quelques semaines un projet qui était une friche qui a été transformée en jardin dédié à la biodiversité. Et Sonia, qui répond à ces appels à projets ? C'est ouvert à tout type de porteurs de projets. Donc, ça peut être une mairie, ça peut être un agriculteur, un vigneron, une ONG. Donc, en rose, vous avez, on a eu aussi on a financé la recherche, travail de médiation on n'a pas eu de projet de recherche à date. Non, des ateliers biodiversité pour les enfants ou pour les riverains. Ça peut être ça aussi. Et là, on travaille sur l'élaboration d'un kit de jeu pour créer une fresque de la biodiversité en Champagne. Voilà, ça peut prendre plusieurs formes. Voilà, et donc, je le disais, on est dans une période importante puisqu'on a fait le bilan des 4 années d'expérimentation. On est aussi, par exemple, à une année charnière parce que pour la marque Perrier-Jouët, on a atteint les 50% de surface en viticulture régénératrice, qui suivent les protocoles que je vous ai expliqués. Donc là, la question se posait de, est-ce qu'on est confiant et est-ce qu'on passe à l'échelle ? Et donc, les résultats qu'on a eus, nous ont permis de confirmer notre feuille de route vers les 100% d'ici 2030. Parce que, donc, on voit, alors là, j'ai essayé de mettre, c'est pas forcément très visuel, mais on fait des tests bêches pour regarder et on analyse la qualité du sol. Et les différences sont vraiment significatives au bout de 4 ans. Donc, on voit différents indicateurs. Le pourcentage de mottes, c'est regarder justement l'amélioration de la structure. On a vu, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était très compacté. Là, maintenant, on voit quand on compare aux témoins qu'on a sur les parcelles d'essai un sol qui est beaucoup plus friable, beaucoup plus aéré, avec une structure ouverte, plus grumeleuse, et des horizons, on appelle des horizons moins stratifiés. Et donc ça veut dire plein de choses intéressantes pour pour la vigne, en termes de fertilité du sol, activité biologique du sol, mais aussi résilience en eau pour les épisodes de sécheresse, etc. On voit aussi une population accrue de vers de terre, donc c'est une différence significative. On voit et on constate aussi la corrélation azote du sol et rendement. Et puis surtout, quand on parle des rendements, justement, donc on voit une courbe très intéressante puisque les 2 années, on a eu besoin de se caler et le sol aussi a eu besoin de temps pour reprendre de la vigueur. Et donc, on avait plutôt des parcelles d'essai qui étaient moins performantes en rendement que les parcelles témoins. Et sur l'année 3 et sur l'année 4, ça se renverse et ça ne fait que progresser. Et au contraire, nos parcelles d'essai
ont des meilleurs rendements que les parcelles témoins. Et donc, c'est très encourageant de voir qu'à partir de 2 ans, déjà, on voit une amélioration. Et sur la biodiversité, c'est pareil. Donc, on a fait le même protocole de comptage à 4 années d'intervalle et on regarde 3 indicateurs, un indicateur de richesse spécifique, un indicateur de diversité et un indicateur d'équitabilité. Donc, on fait des comptages à certaines dates entre mai et juillet. Et pareil, on voit sur tous les items des progrès significatifs. Donc, c'est très intéressant. Équitabilité, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors là, c'est là où je vais atteindre ma limite technique, parce que je ne suis pas agronome de formation. Okay. Mais de ce que j'ai compris, c'est que les 2 premiers indices, donc richesse spécifique, c'est est-ce qu'on a des nouvelles espèces et diversité, c'est la diversité des différentes espèces. Donc, est-ce qu'elles sont très diverses? Elles sont un grand nombre. Et après, je crois qu'elle fait un calcul sur le croisement des 2 premiers indicateurs, lui donne cet indice d'équitabilité. Donc, il faut regarder les 3 pour voir si c'est complètement intéressant. Okay, super. Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais c'était important, j'aurais dû le dire dès le départ. Je vais peut-être reprendre même la carte initiale. Je ne l'ai pas dit en intro, mais on a des vignobles en propre sur ces 3 zones. Donc, on a un grand vignoble en Côte-de-Provence et l'ensemble de nos approvisionnements viennent de ce vignoble. Donc, lui, il est en bio depuis 2003. C'est vraiment un grand pionnier de l'agriculture biologique. Et ensuite, sur la Champagne et le Cognac, on a des vignobles de grande taille aussi, moins que d'autres maisons, 260 hectares en Champagne et 450 à Cognac. Mais on a aussi de l'approvisionnement externe. Donc, on achète des raisins à des vignerons partenaires. Et donc, tout l'enjeu, c'est vraiment d'utiliser nos vignobles en propre comme des laboratoires d'expérimentation pour ces pratiques régénératrices. Et ensuite, d'avoir un business case ou d'avoir des enseignements à diffuser et à partager à nos vignerons partenaires. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis le début, mais comme là, on est vraiment dans la période charnière où on passe, on a la conviction qu'il faut et qu'on peut passer à l'échelle. On a renforcé nos équipes sur la partie accompagnement des partenaires. Et donc, le groupe Mon Terroir Vivant, c'est le nom que l'équipe champenoise a donné à ce groupe de pionniers. Alors, il y a certains pionniers dans ce groupe. Pardon, je ne savais pas qu'il y avait le son là-dessus. Il y a certains pionniers qui ont démarré même avant nous et avec qui on échange. Et il y en a qui sont intéressés par ces nouvelles pratiques, mais qui ont vraiment besoin qu'on les accompagne. Et donc, l'idée, c'est de les suivre, éventuellement de leur prêter du matériel ou de leur financer les semences pour les couverts, mais surtout leur donner l'accompagnement technique et de faire le suivi des indicateurs pour eux, parce qu'ils sont très intéressés de voir comment ils se positionnent. Et puis, l'idée aussi, c'est d'accumuler de la donnée pour faire boule de neige et convaincre plus de personnes, parce que, en fait, ce qu'une maison va pouvoir faire ne va pas forcément sembler réplicable à un vigneron. Par contre, si c'est un voisin qui le fait, ça marche. Enfin, voilà, il y a vraiment une notion aussi de est-ce que ça marche pour une exploitation comme la mienne? Est-ce que ça marche dans mon terroir ou dans ma zone géographique très, très locale à moi? Et puis surtout, on a créé un groupe WhatsApp qui est très actif. Et donc, les uns et les autres partagent des photos, des choix de pratiques, d'outils, de matériel. Et donc, cette valeur-là, elle est inestimable d'avoir la possibilité de partager quand on teste des nouvelles choses avec d'autres. Sachant qu'en Champagne, donc à Cognac, je ne l'ai pas dit, mais on a déjà déployé ces pratiques sur 100% des 450 hectares. Aussi parce qu'il y a eu des contraintes moins fortes
du fait de la configuration du vignoble. À Cognac, ce sont des vignes larges avec plus hautes, donc assez mécanisées et donc assez facile de trouver le matériel pour faire des couverts, coucher les couverts. En Champagne, c'est beaucoup plus compliqué parce que les vignes sont étroites, sont basses et il a fallu vraiment faire des prototypes, développer du matériel spécifique. Donc, c'est aussi pour ça on met plus de temps. Puis après, chaque exploitation peut avoir ses contraintes. Si on a un vignoble très éclaté, il va falloir qu'on s'équipe plus parce qu'on ne va pas pouvoir. Nous, par exemple, on ne peut pas forcément transporter certains matériels d'une parcelle à l'autre. Voilà. Donc, le plan d'investissement peut aussi varier en fonction de ces éléments-là. Et donc, je voulais aussi illustrer par d'autres exemples que l'approche qu'on a, la dimension collective, je l'ai un peu dit en introduction, mais elle est toujours très présente dans tout ce qu'on fait. Donc, quelques exemples Martel ici, donc à Cognac. On a par exemple une coalition qui s'appelle Ecosol avec l'INRAE et ENSI justement pour déployer cet audit de la santé des sols. Donc, regarder les aspects chimiques, physiques et biologiques des sols viticoles. Donc, c'est une des plus grandes campagnes d'analyse qui existe au monde, enfin en tout cas la plus grande en France et en Europe. On travaille depuis de nombreuses années, on est mécène de l'ONF depuis de nombreuses années. On travaille avec, par exemple, la maison familiale rurale de Triac-Lautrec sur un contrat de qualification professionnelle. Donc là, on est plus sur le volet support et financement de formation liés au métier de la vigne pour, encore une fois, développer les forces vives, développer la filière. Et puis, un autre programme qui est pareil, qui illustre vraiment la volonté de faire bénéficier l'ensemble de la filière de nos travaux depuis 2016, donc 10 ans maintenant, avec le Conservatoire du vignoble charentais et le BNIC qui est le nom de l'interprofession à Cognac. Martel a lancé un programme de recherche variétale. L'idée, c'est de trouver des variétés qui soient à la fois plus résistantes aux maladies, mais aussi mieux adaptées au changement climatique. Et évidemment, ce programme, donc une très longue haleine, l'idée, c'est d'avoir entre 2028 et 2030 de nouvelles variétés à mettre au catalogue de l'AOC Cognac, donc vraiment de faire bénéficier l'ensemble de l'appellation de ces nouvelles variétés. Donc, il y a cette idée de travailler en collectif sur ces projets. Et puis, il y a aussi l'idée de travailler d'avoir une approche régénératrice au sens large. C'est-à-dire qu'on travaille sur le vivant, sur le terroir, sur le territoire, mais aussi au service des hommes. Et on a des actions qui ne sont pas forcément directement bénéfiques à notre activité, mais qui vont être bénéfiques soit au tissu économique, soit au terroir et à sa bonne santé au sens large. Donc, quelques exemples là-dessus. Cette fois-ci, côté Provence, donc Château Sainte-Marguerite a lancé depuis plusieurs années, enfin 2 ans, un grand programme de restauration des fossés et des zones humides. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'écoulement et l'infiltration de l'eau, sachant que c'est une zone qui est exposée à des épisodes de sécheresse et de pluie intense, donc éviter les glissements de terrain, éviter de perdre cette eau et de vraiment réussir à l'infiltrer dans les sols. Bon, ça, c'est des choses qu'on fait à proximité des vignobles, mais l'objectif, c'est de faire bénéficier l'ensemble de la zone de ces aménagements. L'équipe a aussi participé, et l'équipe champenoise aussi, à une grande étude CLICEV qui touchait l'ensemble, plusieurs cultures, pas simplement le monde viticole, mais pour voir l'impact du changement climatique sur les conditions de travail des métiers agricoles. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de travailler sur la pénibilité ou le bien-être de toutes les personnes qui travaillent dans les vignes, compte tenu du changement climatique et donc des conditions extérieures qui peuvent être très éprouvantes.
Et puis, il y a des actions aussi qui visent la régénération de l'écosystème, même s'il n'y a pas de lien direct avec notre activité, comme les ruches, les restants, qui sont historiquement des infrastructures agroécologiques qui existent en Provence et qui sont à de multiples, qui évitent l'érosion, qui font coupe-vent, qui amènent de la biodiversité. Donc ça, c'est restaurer entretenir ces zones-là, c'est important. Et la levée de liège, c'est pareil, c'est une façon de limiter le risque d'incendie. Il y a aussi des bénéfices sur la captation carbone. Donc voilà, c'est prendre soin de l'ensemble de l'écosystème et aller au-delà du système productif immédiat. Et pour finir, mais je ne développerai pas ces points-là, mais si ça pouvait vous intéresser dans la suite de la discussion. Donc, on fait partie du groupe Pernod Ricard qui a une feuille de route qui s'articule autour de ces 4 piliers depuis maintenant de nombreuses années. Donc, en vert et en bleu, on va dire, c'est les piliers environnementaux. J'ai beaucoup parlé de préserver nos terroirs. On a un volet agir circulaire aussi que je peux développer aussi. Et puis, je voulais ici plutôt insister sur le volet humain, avec l'axe valoriser l'humain, où on a plusieurs programmes sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail, ou des programmes de bénévolat et d'engagement salarié auprès des associations locales. Et puis, peut-être ce qui caractérise aussi le groupe Pernod Ricard, c'est l'engagement de longue date sur les sujets de consommation responsable, avec des programmes vraiment internationaux de très grande envergure, notamment Drink More Water, qui a touché plus de 400 millions de personnes en digital depuis sa création et 9 millions de personnes sur le terrain, qui travaille sur des événements, sur des festivals pour éviter le binge drinking, donc la consommation excessive d'alcool. Et on a aussi, on a beaucoup d'illustrations sur ce volet-là. J'en ai mis une autre qui est les QR codes qu'on a sur l'ensemble de nos bouteilles, qui permettent d'avoir les recommandations du ministère de la Santé dans le pays où on se trouve sur la consommation d'alcool raisonnable et qui rappellent qu'il y a des publics qui ne doivent jamais boire d'alcool, hein, les femmes enceintes, les jeunes et puis les personnes qui conduisent. Et puis qui rappelle aussi de manière très détaillée les risques liés à la consommation excessive d'alcool, les risques sur la santé. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Eh ben c'est super, écoute, c'était hyper complet, si bien que je pense qu'on a quand même évoqué la plupart des aspects et notamment en lien avec la régénération. Je sais que tu ne l'as pas fait par hasard, c'est-à-dire ces 3 piliers là qu'adresse la régénération aussi, qui sont le volet environnemental sur lequel tu as beaucoup insisté, sur la partie sol, biodiversité et plus, et puis le volet humain, et le volet humain sociétal, et donc tu as cité santé, bien-être au travail, sécurité. Et puis une viabilité économique aussi de ces initiatives. Donc merci d'avoir illustré vraiment avec des pratiques, donc des choses très pragmatiques et des pratiques ce que ça peut donner. Moi je vous laisse regardez, je pense pas avoir vu de questions dans le chat, donc on va ouvrir un temps parce qu'il est déjà moins le quart et qu'on quittera à 18h. On vous lâchera à 18h. Donc n'hésitez pas, c'est l'idée d'interagir et de revenir sur des sujets qui vous ont intéressé, des éléments que vous voudriez partager vous aussi, en lien avec d'autres conférences aussi éventuellement. Et moi, Sonia, j'avais une question parce que je trouve que quand tu parles de filière et tu dis très spontanément, en fait, notre démarche avec la filière, c'est de la faire bénéficier des expérimentations qu'on mène. En fait, quelle est votre logique derrière? Parce que on pourrait en être étonné, on pourrait se dire, quelque part, c'est des concurrents.
et donc quel intérêt à faire bénéficier des maisons concurrentes des expérimentations qu'on met en place. Ça, c'est peut-être la première chose. Et puis la deuxième, c'est est-ce que il y a une logique aussi de partage est-ce qu'il y a du cofinancement et c'est cette question aussi du financement que j'amène ici, c'est-à-dire que bien évidemment une entreprise a comme objectif aussi de rendre viable économiquement ce qu'elle fait sur tel ou tel produit, et comment est-ce que vous arrivez à financer en fait ces investissements, puisque c'est forcément des investissements. Alors pour le premier point, donc ce sont des zones, les AOC, qui ont toujours travaillé en filière. On a nos interprofessions qui représentent à la fois la famille de la viticulture et la famille du négoce. Ouais. Et voilà. Et donc c'est ancré dans les pratiques. De plus, sur les 3 terroirs, vraiment sur les 3. Oui, alors comme en Provence, nous on ne travaille, notre vignoble suffit à notre approvisionnement. Ouais. On travaille peut-être un peu moins, mais on essaye. On les a rencontrés, on partage quand même ce qu'on fait, mais après il y a des sujets sur lesquels on est quand même impliqué. Mais en tout cas, c'est très très vrai à Cognac et en Champagne. On a des groupes de travail sur la décarbonation, l'allègement des bouteilles. Voilà, donc ça fait vraiment partie des habitudes, et aussi on partage les mêmes fournisseurs, c'est-à-dire que un viticulteur peut livrer de plusieurs maisons et pas simplement être exclusif sur une des maisons. Donc de fait, c'est important d'accompagner ensemble. Voilà. Et après, il y a un accord relatif en fait là-dessus avec les autres. Enfin, c'est vraiment l'interprofession et la filière sont dans ce mouvement-là, et il n'y a pas de frein majeur. Après, on est concurrents sur les marchés, et après, ça, c'est quelque chose que j'ai aussi constaté quand j'ai travaillé sur d'autres marques. Souvent, sur les thématiques de RSE, il y a du partage de connaissances et il y a de la collaboration. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais… Et après, l'autre question, c'était sur le modèle économique et le financement de la transition. Alors, c'est le sujet clé du passage à l'échelle. Donc, en fait, si je prends un peu de recul sur comment on aborde ce sujet à l'échelle de Pernod Ricard, donc le fait d'être dépendant de terroirs ou d'ingrédients, finalement, c'est commun à aussi d'autres produits. Et on a fait des scénarios climat il y a plusieurs années maintenant, qui ont permis de projeter notre activité économique dans le futur et de voir quelles étaient les dépendances, les vulnérabilités, mais aussi les impacts, sur quel milieu on a le plus d'impact. Et quand on croise, et donc cette analyse permet d'identifier les terroirs prioritaires ou les enjeux prioritaires. Et donc ces hotspots sont on a construit la feuille de route autour de ces enjeux prioritaires. Et ce que les scénarios climat nous permettent de faire aussi, c'est que on voit qu'on va perdre du rendement, le coût d'inaction en fait. Si on ne fait rien, comment vont s'éroder les rendements dans le temps. C'est une donnée aussi qu'on a en Champagne, par exemple, on a perdu 25% de rendement sur les 15 dernières années, du fait de… c'est multifactoriel, les aléas climatiques sont une des explications. Et en tout cas, l'idée, c'est de voir… on construit nos rationnels d'investissement autour de cette idée-là, qui est que si on ne fait rien, la situation va se dégrader, ça va impacter notre modèle économique, et donc on investit vraiment sur l'avenir pour retrouver de la vigueur et du rendement aussi, et atteindre un niveau qui soit certes pas le niveau qu'on a eu quand on était sous perfusion il y a quelques années, mais un rendement qui est soutenable. Donc voilà comment on justifie. Après, il y a encore un sujet à craquer autour du financement de la transition, puisque
il y a quand même un enjeu de dérisquer cette période de 2 à 4 ans de transition. Quand on change les pratiques, il y a une période comme ça sans doute de creux. Donc, il y a des systèmes de primes qui sont portés par les maisons, mais il y a sans doute d'autres, voilà, toutes les pratiques dont on a parlé, elles rendent des services écosystémiques au territoire et voilà, soit des formules d'assurance, soit des formules de paiement pour services écosystémiques. Enfin, il y a sans doute d'autres choses, d'autres modèles à trouver pour financer ces changements de pratique. Ce que tu dis est quand même très rassurant dans un certain sens, c'est-à-dire qu'en 4 ans, enfin c'est ce que tu disais, en 4 ans, voire même en 2 ans, on arrive quand même à voir les résultats positifs d'un changement de pratique. Alors j'ai peut-être pas pris les précautions d'usage et j'ai sciemment pas voulu montrer de graphiques parce que les graphiques sont super encourageants effectivement, mais il faut qu'on reste très réservé en fait sur voilà, on va voir ce que donne cette 5e année. Voilà, il faut pas c'est le temps long. Nécessairement trop vite, mais en tout cas le retour de la biodiversité, oui, le retour de la vie dans le sol, oui. Voilà, et donc on espère que ça va se conforter d'année en année. Après, on est tributaire on sait vraiment pas ce que la campagne de cette année va nous réserver. Tellement de facteurs, évidemment. On ne peut pas non plus tout de suite crier victoire, mais oui, les signaux sont clairement positifs et c'est pour ça que nous, on déploie, on continue le plan de déploiement parce que je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est quand même des investissements parce que c'est du matériel spécifique. Et puis c'est aussi des changements organisationnels. Ça demande plus de réactivité. Quand on utilise des produits de contact, par exemple, il faut prendre en compte les pluies. Voilà, donc tous ces éléments-là, ce sont des investissements aussi. Oui, bien sûr. Mais ça mérite quand même de faire savoir, et ça c'est le dernier élément que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est par rapport à des consommateurs d'un produit qui est de l'alcool, des consommateurs que vous avez beaucoup, vous, à l'export en plus, mais tu t'en parleras mieux que moi. Est-ce que vous arrivez quand même à faire savoir et à montrer, exposer cette valeur que vous apportez au niveau d'une restauration, d'une régénération du vivant quelque part? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous réussissez à travailler? Est-ce que c'est un axe sur lequel vous bossez, et notamment avec l'interprofession Alors là, moins avec l'interprofession, parce qu'en fait, on est vraiment plus sur comment on valorise ces efforts auprès du consommateur ou des distributeurs. Alors, nos distributeurs nous demandent de plus en plus de comptes sur ces sujets-là. Donc, voilà, il y a certains clients ou distributeurs pour qui ça peut être une raison de référencement ou de déréférencement. Sur quels critères en particulier? Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup le carbone. Mais les certifications aussi jouent un rôle. Après, sur le consommateur, sur Perrier-Jouët, on a la chance d'avoir, donc c'est une marque, une maison qui a toujours été ancrée sur l'art et la nature. Et la nature, créée par des botanistes, un couple. Donc, il y a tout un héritage autour de ça. Et notre chef de cave actuel a investi sur un chai qui lui permet d'avoir des petits contenants. Et donc, elle est en capacité de suivre l'impact de ces nouvelles pratiques sur la qualité des vins. Et voilà. Et donc, ce qui est très pareil avec des réserves, mais ce qu'elle voit sur la campagne 2025, sur la dernière campagne, sur les couverts biomasse et sur les couverts fleuris, elle voit des différences qui lui élargissent sa palette aromatique et qui sont tout à fait dans le style de la maison, avec une tension, une fraîcheur et des notes florales. Donc, je pense que le Graal, c'est quand on arrive à aller jusqu'à la qualité vin
Et pareil, quand on entend Olivier Fayard, donc, qui est à la tête de la maison de Rosée de Provence, la Château Sainte-Marguerite, il parle de la sélection massale, là j'en ai pas parlé, mais tout le travail qui est fait là-dessus, mais aussi sur le travail du sol, etc., est orienté sur la qualité du vin. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'on cherche à faire et relier aussi à la qualité de ce qu'on vend. Ouais, génial. Merci pour ces éléments. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, envies de revenir sur un des points que Sonia a mentionné ou élargir? Il nous reste quelques minutes, donc profitez-en. J'espère que les micros sont ouvrables, mais normalement oui. Hein. J'ai pas tout verrouillé quand j'ai verrouillé Jérémy tout à l'heure, normalement. Eh bien, si on n'a pas de questions, Sonia, est-ce que tu as envie de dire quelque chose d'autre? Est-ce que tu as envie de faire... Alors, si, moi, il y a quand même justement, par rapport à ce que tu disais sur la qualité organoleptique des vins. Alors ça, je savais pas du tout et je trouve ça assez génial de pouvoir se dire qu'il y a potentiellement une corrélation entre des couverts fleuris, de la biodiversité, une diversité naturelle, on va dire, et puis des notes de palette aromatique, ce qui est assez logique, hein. Mais bon, c'est quand même bien de pouvoir faire ces liens-là. Et en fait, tout ce dont tu témoignes, c'est aussi une histoire de comment est-ce qu'on croise en fait les différentes dimensions d'un métier qui paraît, on se dit oui, viticulture, agriculture, viticulture, etc. Et en fait, là, tu es venu élargir aussi en tout cas le champ d'une chaîne de valeur qu'on pouvait imaginer un peu plus restreinte en explicitant un peu tous les acteurs qui tournent autour. Les éléments sont un peu différents quand vous avez vos propres vignobles et quand vous devez interagir avec des agriculteurs, des producteurs, et donc c'est une façon de travailler qui est différente aussi. Mais c'est des parties prenantes qui sont essentielles aujourd'hui dans une chaîne de valeur pour le produit fini que vous commercialisez. Et puis d'aller jusqu'à ces distributeurs et on n'a pas forcément parlé de non-humains aujourd'hui, quoique si, tu en as parlé en fait, et tu as parlé de nos auxiliaires. J'ai bien aimé, j'ai relevé l'expression parce que j'ai trouvé ça super sympa de dire nos auxiliaires. Donc on parlait des insectes, et de certaines larves, etc. J'ai pas photographié exactement de qui on parlait, mais en tout cas, il y a aussi cette dimension de coopérer avec le vivant plus largement et le vivant non humain, qui est quand même quelque chose. Alors, on pourrait dire que c'est nouveau, oui et non, parce que tu l'as très bien montré dans l'historique de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est de l'histoire longue, à la fois sur de la prospective, on veut durer, on veut transmettre, etc. Mais on a aussi 200 ans d'histoire et d'héritage derrière nous, et donc probablement que dans ces 200 ans, et puis ensuite tu as parlé d'un couple de botanistes, etc. Donc il y a toute une histoire de relations qui existe déjà avec le non-vivant, le non-humain, je vais y arriver, le vivant non-humain, mais c'est quand même peut-être aussi des bascules un peu, des bascules mentales et de pratiques qui sont introduites dans les gouvernances, dans les façons de travailler. Je ne sais pas si ça c'est des choses qui sont conscientisées ou en tout cas travaillées à l'échelle de l'entreprise. On le dit pas forcément de cette manière-là, mais ce qui est certain, c'est que on a renoué avec les connaissances agronomiques. Ouais. Et effectivement, là, par exemple, il y a un sujet autour de la flavescence dorée et on sait que l'arbre de cire, je crois, il y a une régulation naturelle qui peut se faire grâce à des auxiliaires. Ouais.
que des réponses chimiques ou artificielles. Donc, je pense que voilà, cette partie-là, on a renoué avec, je pense, ces notions-là. Et avec peut-être cette notion de temps aussi, qui est de dire l'effet, il est peut-être pas immédiat, et même s'il n'est pas immédiat, intéressons-nous-y, c'est ça, parce qu'on s'y retrouve dans la durée. Et ça c'est quand même de réintroduire du temps long aussi dans les manières dans les pratiques. C'est pas toujours complètement dans l'air du temps. Donc c'est aussi courageux d'aller vers ça, je trouve, même si l'agriculture nous y invite quelque part, mais quand même c'est pas forcément si simple. T'as pas forcément partagé des freins d'ailleurs de ce que vous dans vos initiatives, mais alors les freins, on les vit de plein fouet en ce moment, hein, parce que tu l'as évoqué, je l'avais pas dit, mais on est sur des produits d'exportation, notamment le cognac. On a très très peu de ventes en France, et notamment en Chine et aux US, qui sont deux marchés compliqués en ce moment. Donc, c'est sûr que quand il y a des campagnes d'arrachage, par exemple, ou des situations économiques vraiment très compliquées pour certains viticulteurs partenaires, leur parler d'investissement du matériel ou de changement de pratique qui risque dans un premier temps de mettre en péril des rendements et juste la bande passante en fait pour aborder ces sujets-là, voilà. Mais il n'empêche que on poursuit. Une dynamique. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique, donc il n'y a pas de frein, enfin il n'y a pas d'arrêt. Blocage. C'est dynamique. Après, voilà, on est quand même très affecté potentiellement par le contexte actuel. Un grand merci, Sonia, pour ce que tu as partagé. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je sais pas vous, donc étant donné qu'on n'a pas la chance d'avoir vos voix, n'hésitez pas à soit le dire, soit mettre une petite réaction aussi à cet échange. Et puis merci beaucoup pour cet échange, et je vais réécouter les replays que j'ai manqués aujourd'hui avec beaucoup d'attention. Et ce qui a été dit dans le chat, c'est qu'a priori même les replays du matin sont déjà en ligne, donc ça va vite. Ça va vite chez Nous Sommes Vivants. Donc un grand merci pour tout ça, et merci à vous tous d'avoir été là, parce que c'est chouette d'avoir un peu de monde. Merci Irène. Et je crois qu'il y a une conf en cours de Thomas Brezard sur la perma-entreprise. Donc voilà, avec le lien dans le tableau, et c'est la dernière de la journée. Et puis demain, il y a rendez-vous physique potentiellement dans les locaux de Syntec vers Saint-Lazare pour une table ronde sur le profit régénératif, et puis ensuite la remise des lauriers. Donc n'hésitez pas. Hein. Merci à tous. Merci Sonia. Au revoir. Ciao. J'arrête l'enregistrement.